l'art de 3 manières tout à fait différentes. Paul Greveillac, vous publiez Art Nouveau chez Gallimard, Dominique Maison, Avant les diamants aux éditions de La Martinière, et François Valéjot, Efface toute trace chez Viviane Ami. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. On va donc plonger dans l'art avec vous pendant près d'1 heure et on gardera un temps aussi pour vos questions ou vos remarques à nos 3 auteurs. Commençons avec vous, si vous voulez bien, Paul Greveillac, avec Art Nouveau chez Gallimard. Art Nouveau, c'est l'histoire de Lajos Ligeti, un apprenti architecte viennois qui, au début du XXe siècle, finalement, a un rêve, c'est bâtir, et son terrain de jeu, ça va être Budapest. C'est ça ? Absolument. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci pour l'invitation. Tout à fait. Art Nouveau, c'est un livre. Alors le titre lui-même porte cette dimension artistique, mais c'est aussi un livre qui va parler beaucoup de davantage encore que l'art. C'est sur la dimension finalement européenne d'un courant qui a été l'Art Nouveau, et je pense qu'ici à Nancy on est bien placé pour le connaître, et un mouvement artistique finalement qui a irrigué l'Europe de ses confins, donc de Londres jusqu'à Moscou, et qui a permis finalement une espèce d'élan, que ce soit en architecture ou en peinture ou dans finalement bien des disciplines. Et ce que j'ai essayé d'explorer en fait avec ce roman, parce qu'il faut aussi se rappeler que l'Art Nouveau, finalement, l'arrêt de mort de l'Art Nouveau, c'est la Première Guerre mondiale. Et quand on regarde aujourd'hui les Gustav Klimt ou les travaux de Majorelle, etc., on est surpris par finalement le gouffre qu'il existe entre cette espèce d'harmonie, cette espèce de temps suspendu et la boucherie qui va arriver quelques mois plus tard. Et c'est cette espèce de questionnement que j'aime dans aussi l'époque de l'Art Nouveau. Je choisis souvent donc des territoires et des disciplines et des artistes, des personnages qui sont finalement des espèces d'épicentres de moments historiques, mais parce qu'ils nous parlent. Et quand on regarde finalement l'époque de l'Art Nouveau en Europe, qui donc s'étend voilà, de la fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est une époque assez glorieuse. On a dans toutes les disciplines, on peut parler aussi de Egon Schiele qu'on va croiser dans le livre. On parlait aussi ensemble un peu avant de la musique. Il y a aussi Bartók, il y a l'école viennoise, il y a beaucoup de choses exceptionnelles dans tous les champs. En littérature, on a Zweig, on aura Musil. Dans les sciences sociales et humaines, on aura Freud. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré toute cette espèce de civilisation et de savoir-être, la guerre est arrivée et a démantelé complètement cette Europe, ce monde d'hier. Et ce qui m'intéresse avec cette Europe d'avant la Première Guerre mondiale, c'est qu'elle ressemble beaucoup, malheureusement j'ai envie de dire, à notre époque contemporaine. On n'a qu'à ouvrir n'importe quel journal, à longueur de page il est question de Brexit, il est question de tensions nationalistes dans les pays de l'Est, de Viktor Orban, du PiS en Pologne, etc. Des pays baltes qui ont peur de Poutine. Il y a plein de choses qui se passent et qui sont très ressemblantes finalement au monde qu'on a connu hier et qui a amené une espèce de cataclysme sans nom et que pourtant rien ne présageait. Et c'est ça que j'ai voulu explorer avec Art Nouveau, c'est cette espèce de danse sur le volcan, entre guillemets, et à travers finalement l'architecture, qui est un art, s'il en est, pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on est dans une salle magnifique, elle est dans son époque, elle dit beaucoup de choses sur la date où elle a été créée, mais elle vit encore aujourd'hui, elle nous plaît encore aujourd'hui, elle nous parle encore aujourd'hui. L'architecture, c'est ça, c'est finalement de l'art qui va être utile à un moment donné, qui va concentrer tous les progrès qui ont pu être faits dans une époque, et qui va finalement avoir une utilité très très forte. Et l'architecture au début du XXe siècle, c'est ça aussi qui est intéressant avec cette époque,
c'est que pour nous, bien entendu, le gaz à tous les étages, l'eau courante, ce sont des choses tout à fait communes. Mais à notre époque, à l'époque de l'Art Nouveau, à l'époque où finalement les architectes s'emparent des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux pour construire des bâtiments pérennes dans lesquels les gens pourront mieux vivre, c'est une vraie révolution. Donc il y a à la fois une révolution, j'ai envie de dire, du design, mais aussi même de la conception finalement des bâtiments, et qui vient finalement de l'après-révolution industrielle. Et c'est cet élan européen, à la fois passionné par la beauté, l'esthétique, les formes florales, la féminité, cette espèce de douceur de vivre, liée avec une espèce de transformation, de révolution technologique très profonde, qui m'a intéressé, qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui, et qui finalement n'a rien pu contre le carnage qui s'approchait. Et ce Lajos Ligeti, donc votre héros, il est déjà très troublant quand on entre dans votre livre, parce que vous le dites très bien, on croise des personnages qui ont existé, Schiele, Béla Bartók, votre héros se retrouve à un moment au restaurant avec ce grand compositeur à côté de lui qui essaie de faire fonctionner un phonographe pour enregistrer des musiciens. Donc on a des personnages réels, mais lui est un personnage totalement inventé. D'ailleurs, peut-être certains parmi vous qui ont déjà lu le livre ont peut-être comme moi essayé d'aller voir sur Internet s'il existait vraiment ce Ligeti. On en connaît un, peut-être parmi vous connaissez, c'est le compositeur hongrois György Ligeti. Donc il porte ce nom-là. Pourquoi avoir choisi ce nom, ce personnage qui déroute déjà dès le départ, à la fois réel et inventé? Absolument. J'ai choisi ce nom déjà en clin d'œil, parce qu'effectivement, j'aime beaucoup la musique, et puis j'ai écrit une biographie romancée d'un compositeur soviétique avant Maîtres et esclaves, qui s'appelait Cadence secrète, et je parlais déjà de Ligeti. Donc j'aime bien aussi créer ces espèces de clins d'œil d'un livre à un autre, et puis de toiles d'araignée un petit peu pour faire rentrer dans le monde que j'essaie de créer. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce nom de Ligeti, c'est assez précis. C'est parce que, en me penchant sur mon personnage, j'ai voulu quelqu'un d'éminemment cosmopolite. C'est-à-dire j'ai voulu quelqu'un qui est un Européen plus européen que le plus européen des Européens. C'est-à-dire que c'est un Viennois, mais il est juif. Il parle beaucoup de langues, il est très finalement éduqué, et sa famille a une histoire assez tumultueuse, puisque lui-même étant juif, donc né à Vienne, sa famille vient pourtant de ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Donc il vient en fait d'une région qui est aujourd'hui à la frontière de la Roumanie et de la Hongrie. C'est une ville aujourd'hui qui s'appelle Oradea, qui s'appelait à l'époque Nagyvarad. Et sa famille a fui les révolutions de 1848, parce qu'il y a eu des révolutions pendant cette année dans toute l'Europe. Et l'Autriche-Hongrie n'a pas été une exception. Les Hongrois ont voulu s'affranchir des Habsbourg de Vienne. Ils ont pris les armes, et ce qui a amené finalement d'ailleurs au compromis qu'on appelait le compromis austro-hongrois de 1867, où finalement l'Autriche a accepté de partager davantage le pouvoir avec Budapest. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? Eh bien, il se trouve que le compositeur György Ligeti vient de la même aire géographique que mon héros. Voilà. Et du coup, György Ligeti étant aussi un juif hongrois, romano-hongrois, naturalisé viennois, oui. Il m'a paru bien incarner cette idée de cosmopolitisme et finalement de dépassement des frontières. Oui, absolument. Alors revenons sur ce personnage qui effectivement est un jeune architecte. Il a toutes les caractéristiques de l'architecte ou du jeune homme qui veut faire de grandes choses. Il a de l'ambition, il a des rêves, il a une curiosité sans borne, votre personnage. Oui, complètement. Et c'est pour ça aussi qu'il est assez incompris au début, ou tout du moins, parce qu'avec son art, il veut en fait englober quelque chose et englober beaucoup de choses et faire progresser l'humanité, alors qu'il est justement en but à des professionnels du bâtiment, j'ai envie de dire, qui eux ont une seule envie, c'est de construire maigre, avec des matériaux peut-être un peu meilleur marché pour faire des marges plus importantes. Alors que lui, Lajos Ligeti, c'est justement
c'est justement pour lui un anathème. Il ne veut pas ça, il veut construire des belles choses qui vont durer longtemps. Et notamment quelques scènes où il se confronte avec d'autres architectes, voire des membres de son propre cabinet, qui l'accusent finalement de saloper son boulot parce qu'ils ne font pas bien les fondations. Du coup, imaginez une caserne qui s'écroule sur les forces de François-Joseph, ça serait mal vu pour le cabinet. Et alors, il construit pas mal de choses, il passe des concours avec son cabinet donc, pour obtenir justement le contrat. À plusieurs reprises d'ailleurs, il arrive deuxième ou troisième parce que peut-être, j'allais dire, la fragilité de la jeunesse, c'est-à-dire il est parfois trop ambitieux, il a voulu voir trop grand. Et c'est ça aussi qui est assez touchant dans votre livre, c'est de suivre la carrière de ce jeune homme en plein dans son époque qui veut réaliser ses rêves. Oui, complètement, et c'est aussi ce qui amène sa perte finalement, parce que cette espèce d'intransigeance de l'artiste qui veut construire, qui veut poursuivre son œuvre, ça l'amène déjà effectivement à avoir des relations assez conflictuelles, voire une absence de relation aussi avec les gens dont il sera le plus proche. Donc c'est aussi l'histoire d'un destin qui, finalement, à force d'être obsédé par son art, malheureusement, finit par passer à côté de la vie. Et il y a aussi un peu de ça dans toute tentation artistique, parce qu'on est tous un peu tentés parfois d'être des ermites, et il faut se souvenir qu'en se coupant de la vie, on se coupe aussi de son art. Et on voit qu'il n'est pas très à l'aise, effectivement, dans la vie quotidienne, finalement. Ça, c'est assez touchant aussi, même avec son propre fils. Il a du mal à communiquer. Et vous parlez aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a une géographie dans votre livre, alors, de bâtiments qu'il construit. Par exemple, il veut construire la première église tout en béton. Ça, c'est son projet, la première église au monde. Quelle est la part de bâtiments, de construction réels qui existent? Parce que vous citez des choses très pointues, telle banque à tel endroit de Budapest ou tel monument. Quelle est la part de monuments réels et inventés dans votre livre? Déjà, tous les bâtiments quasiment sur lesquels la Josse Ligeti concourt sont des vrais bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va à Budapest, on va avoir des bâtiments qui auraient pu être construits par la Josse Ligeti et qui ne l'ont pas été parce que c'est un autre architecte qui a gagné, qui s'appelle souvent Ignaz Alpár, qui était très introduit dans les milieux des affaires et politiques hongrois. Mais effectivement, je cite notamment la Bourse de Budapest, qui après est devenue les studios de télé hongrois pendant un long moment. Je cite aussi la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne est un bâtiment qui a été vraiment bâti, qui est dû à Odon Lechner, donc, qui est le père de l'Art nouveau hongrois, et qu'on peut aujourd'hui voir à Budapest. Et je parle notamment du projet de la Josse Ligeti pour cette caisse d'épargne, et je décris par le détail le fait qu'il a pensé les fenêtres comme des joyaux, il les a taillées comme en octogone pour faire des émeraudes, et la pierre en fait précieuse varie selon l'heure du jour. Donc il y a un peu ce truc-là. Après, par exemple, vous faites référence à l'église de Saint-Céran, qui est effectivement la première église en béton armé du monde, qui est construite juste avant en fait, la séparation de l'église et de l'État dans le 16e arrondissement de Paris. Cette église est bien sûr complètement inventée. Je me suis pourtant inspiré de la première église en ciment armé qui est sise au Batignolles. Donc au Batignolles, vous avez une église dont je me suis librement inspiré voilà, pour ce bâtiment-là. Ce personnage aussi, il a une ascension peut-être pas fulgurante, mais quand même à 30 ans à peine, il est déjà adulé et reconnu, le roi, l'empereur, voilà, c'est aussi, vous vouliez faire de lui quelqu'un qui, à force de travail, à force de courage, réussit finalement, arrive à atteindre son but? Oui, je voulais en tout cas montrer que, parce que je pense que c'est encourageant quand même de se dire, et alors le monde est très compliqué, on peut y arriver ou on peut pas y arriver, mais dans beaucoup de cas, si on se donne vraiment la peine, on peut réussir à se réaliser soi et à concrétiser un rêve. C'est ce à quoi parvient la Josse Ligeti, tout en étant conscient qu'il a beaucoup de chance et qu'il vient d'un milieu aussi privilégié, donc il vient de la bonne bourgeoisie viennoise. Mais c'est aussi son drame finalement parce qu'il réussit, mais un peu pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que
Notamment, il est choisi effectivement par l'empereur François-Joseph. À un certain moment, il est décoré. Et on se rend compte qu'il est décoré parce qu'un cardinal hongrois a finalement voulu faire la nique aux Français qui sont en pleine séparation de l'Église et de l'État. Et du coup, il le propose en tant que chevalier auprès de François-Joseph parce que justement, il a construit une église en plein Paris. Il y a aussi un haut gradé militaire hongrois qui pousse sa candidature parce que finalement, la Just Ligeti construit une caserne militaire en pleine ancienne Roumanie. Et finalement, c'est une manière pour lui de dire à l'empereur, voilà, c'est un peu grâce à moi si, en gros, l'Empire tient. Qu'est-ce qui vous a porté, vous, dans l'écriture de ce livre? C'était justement ce parcours, cette dynamique, c'était valoriser tout ce début de XXe siècle foisonnant. Quelle a été votre ligne conductrice? Ça a été déjà l'envie de départ, c'était de la curiosité. C'est-à-dire que je pense qu'on écrit aussi pour découvrir des choses et s'ouvrir sur un monde. Et j'ai été frappé à quel point effectivement le courant de l'Art Nouveau était une idée unificatrice dans l'Europe en fait. Et à partir de là, j'ai été très sensible à son aspect contemporain. Et c'est ça qui m'a porté en fait dans ce message, c'est d'essayer de mettre en avant que la volonté, l'envie, les rêves peuvent être réalisés, mais il y a des forces effectivement qui nous dépassent et qui peuvent amener malheureusement à la perte d'un destin. Bon, merci beaucoup et on aura du temps pour vos questions dans le public après, sans aucun problème. On change d'époque avec vous, Dominique Maison, votre livre « Avant les diamants » aux éditions La Martinière. Votre livre se passe aux États-Unis, dans les années 50. C'est un roman noir, on change aussi, vous allez peut-être pouvoir le développer. En quelques mots, on est donc à Hollywood. Le macartisme règne sur l'industrie du cinéma. Vous, ici, c'est le cinéma qui est l'art que vous abordez. Donc, en ce début des années 50, si on replante un peu le décor, on fait la chasse aux homosexuels, aux communistes. On est dans cette époque où voilà, les diamants, les limousines, c'est une certaine Amérique que vous caractérisez tout de suite dès les premières pages. Oui, bah déjà bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui dans ces circonstances si particulières. Il va falloir faire vivre la littérature en respectant les gestes barrières. Merci à vous. J'espère que cette expérience fera florès et que les salons continueront à se tenir en France. C'est essentiel de venir à votre rencontre. Voilà, passer ce petit luminaire. Oui, alors le cinéma est au centre de mon livre. Le milieu du cinéma, ses coulisses, la noirceur de ses coulisses, les rapports de force, les rapports de violence qui s'y trament, et les rapports de puissance entre différents intervenants qui cherchent tous plus ou moins à prendre la main sur cette industrie, pour partie pour l'argent qu'elle est capable de générer, et surtout, pour une certaine partie, pour l'influence morale qu'elle peut avoir sur les foules, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. C'est l'art en tant qu'objet de propagande, qui est principalement étudié dans mon livre, si on peut parler d'une étude, hein, c'est un roman. L'art est politique. Il l'a toujours été. Quand la magnifique salle qui nous accueille, quand elle a été édifiée, sa beauté véhiculait un message politique sur la puissance de ses occupants. C'est un lieu commun, c'est une évidence. On a tendance à oublier, quand on considère le cinéma américain, que dans ces années-là, et encore aujourd'hui, c'est avant tout, enfin c'est pour bonne partie, un cinéma de propagande. C'est-à-dire un cinéma qui doit transmettre une image apaisée de la société, puis toutes ces notions d'individualisme, de libéralisme, tout ça, ça apparaît tout de suite. La liste des interdits et des présupposés est immense. Dans le cinéma américain des années 50, vous ne verrez pas une personne de couleur. C'est-à-dire que non seulement la question raciale n'est pas traitée, mais elle n'existe pas. Est-ce que c'est encore pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire finalement de ce point de vue-là? Que non seulement on n'aborde pas ces sujets, mais ils ont fait mine qu'ils n'existent pas. On nie la question. Il n'y a pas de pauvres, très peu, dans le cinéma américain de cette époque-là. Pour les mêmes raisons, la société américaine, il n'y a pas de pauvres.
Ça n'existe pas. Il n'y a donc pas de lutte des classes. Ces questions sont obsolètes. Tout est à l'avenant. Le rôle de la femme est extrêmement réglementé. Alors je passe sur le côté un peu caricatural que pouvait avoir le code Hays, que vous connaissez peut-être, hein, qui est ce code de bonne conduite élaboré par le cinéma américain, qui voulait dire grosso modo pas de sexe, pas de baiser de plus de 3 secondes, pas de nombril, enfin voilà, une décence et une pudeur de tous les instants, qui était un peu caricatural et excessif et qui a fini par voler en éclats parce que le cinéma européen ne le respectait pas, le public américain n'avait pas envie de le respecter, on avait envie de choses un peu plus épicées, et donc ça volait en éclats. Il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas volé en éclats. La principale que j'aborde dans le livre, c'est le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée sur le cinéma américain qu'on aurait tendance à négliger de notre côté et qui est pourtant essentiel. Des années 50 à aujourd'hui, ça continue encore, l'armée américaine a coproduit plus de 2000 films. C'est quand même considérable. Et elle fournissait des armes aux acteurs pour qu'ils jouent à la guerre dans les films. Moi, j'avoue, j'avais occulté, ou alors ça m'avait échappé cet aspect-là du cinéma. Ah mais on n'en parle pas. Voilà. Et on voit à quel point l'armée aussi vérifie que l'image qui est donnée dans les films est conforme à ce qu'elle veut pour que les jeunes gens aient envie de s'engager, puisqu'on est en 1953. Alors plus que ça, il s'agit pour l'armée américaine, et encore aujourd'hui, de faire résonner dans le monde entier une idée simplissime, basique, intervention de l'armée américaine égale bien. Que ce soit pour combattre des extraterrestres mutants de 33 mètres de haut, des fourmis, des communistes, quelle que soit la raison, l'armée américaine arrive pour restaurer le bien et l'ordre établi. C'est une idée simplissime qui est la base de tous les scénarios des films que l'armée américaine accepte de coproduire. Dites-vous bien que dès que vous voyez dans un film américain, encore aujourd'hui, des tanks, des militaires, des avions, des bateaux, aucun producteur au monde est capable de se les payer. Ce qui veut dire que c'est l'armée américaine qui les a fournis en échange d'une relecture et d'une correction systématique du scénario pour que ce scénario corresponde à leur visée idéologique. Évidemment, les grands réalisateurs s'en affranchissent. Je ne veux pas non plus jeter tout le cinéma américain, loin de là, il me passionne, sinon je n'aurais pas écrit dessus. J'adore cette époque, j'adore les films noirs, j'adore les stars de l'époque. C'est juste, il faut être un peu conscient du spectacle qu'on regarde et de ses implications idéologiques. En l'occurrence, elles sont assez flagrantes. Une fois qu'on a appris à décoder, à regarder un film comme Tant qu'il y aura des hommes, et lisez le roman originel. Faites la comparaison des deux entre le roman et le film. Vous verrez que le film a été validé par l'armée, le roman ne l'a pas été. Les différences vous sauteront aux yeux. Dans le discours, c'est des petites choses subtiles. La manière dont parlent les gradés, la manière dont ils interviennent, les justifications des personnages. Tout est modifié pour faire d'un roman qui décrivait une sorte de déliquescence morale de l'armée américaine avant le drame de Pearl Harbor en la chronique de personnes qui ont eu des moments de doute et qui se sont ressaisies grâce à leur encadrement formidable avant l'attaque lâche et cruelle d'une bande de Japonais assoiffés de sang. Enfin, la transformation est flagrante. Et ça n'empêche que c'est un bon film. Hein. Celui-là, c'est un bon film. Il y a des films de propagande qui sont parfois un peu lourds. Celui-là, c'est pas le cas. Ça reste un bon film. Et si on revient à l'histoire de votre livre, justement, de votre roman, on suit le portrait d'un producteur, on est plongé dans l'univers de la mafia, on a aussi un prêtre qui croit plus vraiment en Dieu, qui a perdu la foi, mais qui maintenant veut juste faire de l'argent parce qu'il veut financer une fondation avec des orphelins, et il va lui aussi glisser gentiment pour arriver à ses fins. C'est aussi tout cet univers de gens qui s'arrangent comme ils peuvent pour exister à leur manière et qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ils ont tous ce qui est assez commun à l'époque, hein, ils sont tous d'une avidité sans borne et redoutable, pour des raisons qui leur sont propres à chacun. Hein. Alors il y a dedans 2 millions d'argent de la mafia, effectivement, qui est censé financer un film de propagande et plusieurs films de propagande au fur et à mesure que ces films rapporteront de l'argent, sous un cas pas si rare de collaboration entre l'armée américaine et la mafia, qui s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Là, en l'occurrence, c'en est un. L'armée américaine incite la mafia à développer ce type de production en échange de quelques faveurs, effectivement. Donc, on est dans le cœur de, voilà, dans la salle des machines assez sombre du cinéma, effectivement. Là-dedans gravitent quelques victimes, quelques personnes entraînées par cette histoire malgré elles, et par leur avidité. Ils sont tous, même si c'est des victimes, ils se retrouvent victimes parce
sont obsédés par l'argent, qui me semblait assez symptomatique, parce que finalement, quelle est l'idéologie principale que véhicule ce cinéma à l'époque? C'est l'American Way of Life, c'est la réussite, c'est l'argent. Ça reste le moteur principal de cette comédie. Et il y a cette phrase que vous écrivez d'ailleurs, je ne sais plus quel personnage le dit exactement, mais on ne fait pas des films pour créer des œuvres d'art, mais bien pour pouvoir s'en acheter, dit l'un de vos personnages. Ça c'est tout à fait... Ça dit beaucoup du mépris. Pour le coup, cette phrase est réelle, c'est un producteur américain qui l'a vraiment prononcée, j'ai plus le nom, ça me reviendra. Ouais. Mais ça dit bien une forme du mépris que une partie de ces gens avaient pour leur propre art, et qu'on ne dirait pas tout à fait ça comme de l'art. Hein, ouais. Voilà. Ouais. Et ce qui est étonnant aussi, là c'est le côté noir, mais c'est qu'on est dans une époque, et c'est ça qui est passionnant aussi dans votre livre, on plonge dans la vie d'acteurs grandioses, on est à l'époque d'Errol Flynn, de Clark Gable, tous ces personnages-là sont bien présents aussi dans le livre. Ah mais quel plaisir, vous imaginez pas quand on est romancier de se dire qu'on va écrire des scènes de dialogue pour Errol Flynn, pour Eddie Lamar, pour Clark Gable, c'est un pied. Mais j'espère que ça se sent dans le livre, elles sont jubilatoires ces scènes, je me suis vraiment fait plaisir, j'espère que c'est partagé. Pour le coup, eux, je suis au plus proche de leur biographie, j'ai vraiment essayé, je ne me permettrai pas de... Voilà, ils ont un rôle dans l'histoire qui est donc pas si actif que ça, c'est plus un décor somptueux, très drôle, enfin surtout quand on parle d'Errol Flynn, enfin, c'est un personnage qui était... plus grand que la vie, comme on dit, en permanence. Donc ouais. Une scène avec Errol Flynn est obligatoirement plus grand que la vie. Comment eux se positionnaient d'ailleurs, ces grands acteurs, dans cette industrie-là? Est-ce que certains ont essayé de rester fidèles à leur art Alors, les deux qui sont les plus importants dans le livre, Errol Flynn ou Eddie Lamar, étaient quand même des marginaux, vraiment, par rapport à l'industrie du cinéma. Errol Flynn a eu une carrière en opposition complète avec tout le milieu du cinéma, parce qu'il était fou furieux, on va être honnête, hein, il consommait des drogues bien au-delà du raisonnable, parce qu'il avait des problèmes de santé, il avait donc des douleurs terribles aux reins, au dos, etc. Et il prenait des drogues pour pas sentir la douleur, mais ça en faisait un personnage. Il arrivait au cinéma, il le dit lui-même par hasard, parce que c'est un aventurier, il s'en fiche du cinéma, ça ne l'intéresse pas, Flynn. Il voit le côté rigolo du cinéma, ça lui ramène de l'argent, ça facilite ses conquêtes avec les femmes, bien qu'il n'ait jamais eu de problème particulier avec ça non plus, mais voilà, il s'en fout du cinéma, Flynn. Il veut être écrivain, fondamentalement, ou grand reporter. C'est ces deux trucs. Il le fait d'ailleurs à plusieurs reprises, hein. Il couvre la guerre d'Espagne, il rencontre Castro à Cuba, enfin il fait des trucs assez dingues, hein, donc, il est assez dingue. Donc, il a écrit un roman, il a écrit ses mémoires, qui sont tout à fait jubilatoires, elles viennent d'être rééditées chez Séguier, l'autobiographie d'Errol Flynn, c'est très très drôle, j'en conseille vivement la lecture. Voilà, c'était un personnage, mais pour qui le cinéma c'était faire l'andouille en collant, quoi. Ça l'amusait pas beaucoup plus que ça. Eddie Lamar, elle, c'est une autre... Eddie, elle a été un peu sous-exploitée tout le temps, c'est une femme d'une très grande intelligence, d'une très 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 grande liberté. On lui a fait un peu payer cette liberté et cette intelligence, elle n'acceptait pas ce qu'acceptaient beaucoup d'autres actrices de l'époque, elle menait sa vie et c'était une femme de tête et de caractère, ce qui fait que ses relations avec Louis B. Mayer, elle était sous contrat avec la MGM, donc elle dépendait beaucoup de lui, ont été quand même un peu ambiguës. Quelque part, il l'aimait beaucoup et vénérait son talent. De l'autre côté, il n'avait pas vraiment envie qu'elle réussisse, parce qu'il voulait la garder sous sa coupe. Et donc, il lui faisait faire systématiquement les mauvais choix. Il y a un truc assez emblématique. À un moment, elle a le choix entre tourner Casablanca ou tourner Algier, qui est une sorte de version en moins bien de Casablanca, qui est disponible, qui est peut-être d'ailleurs un de ses meilleurs films malgré tout. Et Louis B. Mayer refuse qu'elle fasse Casablanca pour des raisons, je ne sais plus lesquelles, mais enfin qui sont de mauvaise foi, et il la branche sur Casbah. Bon, ben voilà, elle aurait pu être à la place d'Ingrid Bergman dans Casablanca. Elle est à côté de Charles Boyer dans Casbah, ce qui n'a pas franchement le même impact sur sa carrière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Eddie Lamar est une grande actrice et une grande star. On la reconnaît aujourd'hui beaucoup parce que, comme je dis, elle a été brillante, elle est à l'origine d'une invention qui est utilisée aujourd'hui pour les ondes Wi-Fi. Donc elle a eu cette reconnaissance très tardivement dans sa vie, quand elle avait 80 ans, mais elle l'a quand même eu de son vivant, cette reconnaissance, qui a dû vraiment lui faire plaisir. Mais voilà, c'était une femme un peu hors norme, et donc aujourd'hui elle revient à la mode, mais malgré tout c'est une grande actrice et une star sans grand film, il faut être honnête. Il n'y a pas de chef-d'œuvre dans la filmographie d'Eddie Lamar. Et pourquoi ce titre, Avant les diamants? Évidemment, diamant, c'est aussi tout cet univers des années 50, les limousines, le champagne qui coule à flot, les femmes dans des grandes robes. Ça dit beaucoup de la cupidité des personnages, et c'est tiré
d'une ligne de dialogue de Casbah, dont je parlais à l'instant. Il y a un moment de dialogue entre Charles Boyer et Eddie Lamar. Elle, c'est une espèce de voleuse de diamants internationaux, et Boyer est je ne sais plus s'il est flic, enfin moi, il l'interroge, non mais qu'est-ce que vous faisiez avant ces diamants, parce qu'elle porte une rivière de diamants. Il dit, je les voulais. Ce qui résume assez bien sa vie et ce qui résume assez bien la motivation de mes personnages. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez... Parce qu'il est foisonnant, votre roman. C'est cette Amérique, on vient d'en parler, c'est le cinéma, c'est la propagande, c'est la société de consommation, ça mêle tellement de thèmes importants. Quel était votre point de départ dans l'écriture de ce roman ? C'est mon amour du film noir. Je suis un peu grandi biberonné à ça. Guérif, Tavernier, enfin voilà, Patrick Brion, voilà, j'en regarde beaucoup, donc j'aime beaucoup le cinéma de cette époque et le film noir de cette époque. Mélangé à une forme d'énervement devant notre incapacité, alors là, je ne vais pas plomber le moral, mais à influer notre modèle économique et notre mode de vie. Pourquoi est-ce que ce mode de vie est si profondément enraciné en nous ? Pourquoi le besoin de consommation? Ça ne me semble pas des choses finalement si naturelles que ça, quand on regarde les modèles de société passés. Enfin, il y avait d'autres formes d'organisation et d'autres moteurs dans les sociétés humaines, même si on a besoin de consommer pour vivre, des choses de base, mais ce besoin d'accumulation outrancier qui nous anime aujourd'hui, malgré tout, on nous l'a un peu influencé, donc on tombe sur les ouvrages d'Édouard Bernays, enfin que je cite un peu dans le livre, sur la propagande et la fabrique du consommateur, la fabrique du consentement. C'est des choses que je vous invite à regarder. Enfin, vous verrez que ces choses-là, on nous les a inculquées. Et aujourd'hui, la machine est un peu emballée, je trouve, et on est complètement incapable de l'arrêter. Enfin, vous le voyez aussi bien que moi. Donc il y a une part d'énervement de ma part sur ce sujet-là, et ça a croisé à mon amour du film noir et à mon envie d'écrire sur l'époque. Et ça nous fait réfléchir, effectivement, quand on lit votre livre, à la façon dont on consomme aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, on pourra vous poser des questions dans quelques minutes. Et on termine avec vous, François Valéjaux, et votre livre « Efface toute trace » chez Viviane Ami. Alors, on change aussi d'univers, et c'est pour ça que c'est super de vous avoir tous les trois dans des styles et dans des univers totalement différents. Vous, votre livre, c'est l'histoire de trois hommes c'est l'histoire. Trois hommes, finalement, au départ, sont parmi les plus riches de la planète, sont des collectionneurs, et ils sont retrouvés morts à trois endroits bien spécifiques, Hong Kong, New York et Paris. Et on va essayer, avec vous, dans votre livre, de remonter le fil, d'essayer de se comprendre finalement ce qui s'est passé. Oui, c'est une sorte d'épidémie qui commence justement en Chine et qui se poursuit aux États-Unis et en Europe, Paris, mais aussi en Suisse, et parce qu'ils sont trois au départ, mais d'autres vont venir s'ajouter. Et c'est vrai que ce sont trois collectionneurs d'art très, très riches et qui disparaissent, et dans chaque pays où ils sont assassinés, une enquête est lancée, mais qui s'intéresse à la particularité de chacun, à la richesse, parce que ce sont des hommes d'affaires, donc il y a toutes sortes de raisons possibles pour que ces gens meurent, et on ne s'intéresse pas forcément à une partie de leur vie qui est la collection d'art, et pour laquelle on ne voit pas non plus forcément les rapprochements de point de vue mondial. Ça se passe sur trois continents, donc on ne fait pas attention. Et il y en a quand même que ça intéresse tout de suite, c'est les autres collectionneurs du monde qui voient leurs copains disparaître, enfin sinon leurs copains, du moins leur connaissance. Ils se disent que ça peut être bientôt leur tour. Et ils se disent que ça serait dommage que ça vienne jusqu'à eux, et ils sollicitent donc un expert plutôt que la police, parce que peut-être qu'ils ont un certain nombre de choses à ne pas trop mettre sur la table non plus, et ils préfèrent s'adresser à quelqu'un qui, selon eux, peut avoir à la fois les connaissances sans être trop dérangeant dans leurs affaires. Donc c'est un expert qui devient à la fois une sorte d'enquêteur et de rapporteur, puisque le dispositif du livre est de se présenter comme le rapport, au départ au moins, le rapport d'un expert qui s'adresse lui-même à la deuxième personne, aux collectionneurs qui lui ont commandité ce rapport. Et
le dispositif qui m'intéressait là, c'était de transformer le lecteur, puisqu'on s'adresse à lui directement, en milliardaire collectionneur, qui n'est pas forcément, mais au moins de créer cette illusion pendant quelque temps. Et donc cet expert fait les liens les possibles entre les trois hommes, puis un quatrième, ce qui l'amène à une conclusion, c'est d'abord que tous ces gens avaient une spécificité, c'est qu'ils s'intéressaient de manière plus ou moins récente à l'art le plus contemporain, et en particulier à l'art urbain, qui était une sorte de nouveauté, et que par toutes sortes de données qu'il croise, il finit par trouver que ces hommes-là avaient tous acheté à un moment ou à un autre les œuvres d'un certain JV. Un certain JV. Et c'est très embêtant pour cet expert parce qu'il se dit qu'il ne le connaît pas du tout. Personne ne le connaît vraiment d'ailleurs, personne ne l'a jamais vu. Non, personne ne l'a jamais vu, personne ne sait qui c'est. Et donc lui, il se trouve mis en doute d'un seul coup. C'est, tiens, moi je suis l'expert quand même, expert mondial, expert international. Et on me parle de quelqu'un que tout le monde achète et que je n'ai jamais vu nulle part, que je ne connais pas. Et donc ça renverse déjà son approche de la situation, parce qu'il se sent mis en danger, hein, et en tout cas mis en cause, et il pourrait être critiqué pour son incompétence. Donc, il va donc essayer de creuser, de lancer, de chercher ce que peut être ce JV. Alors évidemment, dans l'art urbain, beaucoup d'artistes prennent des pseudonymes, des initiales, il y en a d'autres célèbres en ce moment, comme JR ou d'autres. Alors lui, la particularité de ce JV, c'est qu'il écrit son nom en minuscule, c'est-à-dire qu'alors que les autres, en général, prennent des initiales, mais au moins les mettent en gros, lui en plus, il le met en minuscule. Donc il y a quelque chose de singulier, de quelqu'un qui se cache vraiment. Et donc c'est à partir de là que les choses vont finir par exploser, puisque ce JV plutôt va, à partir d'un certain moment, avoir vent de ce qui se fait sur lui, ou de la recherche qu'on fait sur lui, et il entreprend d'aborder par voie d'abord téléphone, SMS, puis, enfin en tout cas par se rapprocher, essayer de voir ce qu'il peut prouver d'une certaine manière, parce qu'il a envie de prouver quelque chose aussi à cet expert. Donc d'un seul coup, un nouvel enjeu se produit, c'est à partir du moment où on a sous la main quelqu'un qui pourrait être suspecté d'avoir commis des crimes. Et comment est-il possible de commettre des crimes sur 3 continents quand on est une espèce de personnage qui paraît une sorte de pauvre minable qui, malgré tout, a été acheté. C'est ça. Oui. Décrivons un petit peu ce JV. Oui. Donc il a une cote fantastique, ses œuvres se vendent très bien. Il copie, enfin il détourne, c'est pas vraiment détourner, des œuvres très connues. À chaque fois, il prend des artistes dont le nom commence par V, Vermeer, Van Gogh. Qui est-il ce JV, ce plasticien? Il y a plusieurs œuvres qui l'ont fait entrer dans le milieu. C'est d'abord des œuvres justement qui sont des copies, mais des copies détournées, avec simplement un geste qui transforme un détail. Et c'est toujours des femmes qui sont représentées sur des toiles classiques de Véronèse, de Van Gogh. Et donc, à chaque fois, il a apporté un détournement. Et ce qui fait qu'il a été mis en vente, c'est qu'il avait essayé de faire croire, ou réussi à faire croire, que parmi ses œuvres, une œuvre authentique se glissait, parce qu'il ne les vendait pas comme des authentiques, il les vendait vraiment comme des copies parfaites et détournées, mais il essaie de dire qu'il y en a peut-être une parmi celles-là qui se trouve être une vraie œuvre, et d'un seul coup, évidemment, c'est ce qui déclenche le succès comme ça, parce que toute personne se dit je vais l'acheter, je vais trouver moi que c'est une vraie, ou au contraire, il y a une espèce de défi, c'est-à-dire si on doit, parce qu'il y a peut-être un petit détail qu'on oublie, c'est que
ce qu'il propose aux gens, c'est le titre « Efface toute trace », c'est qu'il demande que les acheteurs détruisent les œuvres qu'ils ont achetées. Et plus le prix monte, évidemment, plus il a envie de jouir de ce pouvoir, c'est-à-dire j'impose une œuvre qu'on achète de plus en plus cher dans le but de la détruire. Donc, évidemment, il y a une part nihiliste et un défi, justement, de quelqu'un qui pense que l'art est en train de s'effacer, justement, qui est à l'origine un artiste, un street artiste, et qui a consacré son début de carrière à la rue et à l'éphémère, et qui a envie parce qu'il n'a jamais vraiment réussi, il a envie de devenir quelqu'un de côté en allant encore plus loin dans l'éphémère, c'est-à-dire en poussant l'éphémère jusqu'à la disparition instantanée. C'est-à-dire que même une œuvre n'est même pas le temps d'exister à partir du moment où elle est achetée. Et alors, toute la difficulté pour lui va être à partir de ce moment-là, et c'est là que les crimes peuvent entrer en jeu, c'est que la dimension d'ordre qu'il donne, de sommation, d'effacer toute trace, lui, il le voit comme une espèce de pouvoir qu'il aurait sur les gens riches, sur ces milliardaires ou ces hommes d'affaires qui ont réussi et qui collectionnent des œuvres. Et c'est une façon de se moquer d'eux. À ceci près, c'est qu'il arrive que quelques-uns ont commencé à détourner, c'est-à-dire à renverser le projet artistique, c'est-à-dire là où le projet artistique est de dire vous êtes des gens riches et abominables et en fait vous ne connaissez rien à l'art et je vous le montre comme ça, et d'un seul coup ces gens-là disent on peut peut-être quand même gagner de l'argent, nous, avec ta destruction. Et donc ce sont des gens qui n'obéissent plus à l'ordre, effacent toute trace, mais qui se dépêchent de le revendre ou de se le revendre entre eux, entre collectionneurs. Donc d'un seul coup, ça devient une espèce de renversement de la provocation, c'est-à-dire que ce sont les puissants eux-mêmes qui deviennent les provocateurs, qui deviennent ceux qui provoquent l'artiste qui était là pour essayer de se moquer d'eux. Et justement, vous dites que JV donne des ordres, et oui, c'est ce que va découvrir cet expert, c'est qu'en contactant la famille, les familles, l'entourage des hommes qui ont été tués, il va découvrir, cet expert, que dans des documents, eh bien, c'est ce que demandait JV, à savoir effacer tout, des documents sans signature, sans date, sans rien, et c'est ça qui met la puce à l'oreille aussi à l'expert. C'est le moment. Oui. C'est vrai, et c'est quelque chose qui, ensuite, il va être amené à rencontrer cet homme, JV, qui va l'inviter à venir le voir sur un lit d'hôpital, et où il se trouve contraint à un certain moment d'être, et il lui raconte sa vie, il lui raconte aussi comment il est arrivé à provoquer cette disparition sans en être, c'est-à-dire tout en niant en être le coupable. Et c'est là que ça devient une sorte de provocation supplémentaire, c'est-à-dire qu'il se présente comme quelqu'un qui n'a rien fait, qui est innocent et qui veut prouver que les gens se sont perdus eux-mêmes par leur propre provocation face à lui. Donc il y a tout le paradoxe d'un coupable qui est en train de devenir au fur et à mesure un innocent qui n'a peut-être rien fait de mal, et c'est ça mais qui surtout est en train de faire exploser tous les codes de l'achat, de la collection, c'est-à-dire le fait que de souligner qu'un collectionneur d'art n'est pas forcément quelqu'un qui aime l'art ou mais c'est quelqu'un qui veut à la fois le posséder, qui veut en même temps le faire valoir, qui veut le valoriser, qui, comme les cinéastes, les producteurs ne veulent pas faire de l'art, mais avoir de quoi en acheter. Et donc il y a toute cette dimension, évidemment, de la possession de quelque chose qu'on n'admire pas en soi, mais dont on pense qu'il va être une
possibilité d'enrichissement supplémentaire. Et donc, évidemment, toute l'histoire est un petit peu dans le conflit de cet homme qui a cru provoquer des gens et qui se retrouve finalement en train de prouver quelque chose de beaucoup plus lourd, c'est-à-dire que le pouvoir est encore plus fort que l'art et la puissance financière est encore plus forte que l'art. Et donc il y a toute cette dimension chez lui. Et puis vous aussi, au dehors du roman et de l'art qui est détruit, vous l'évoquez, ça fait référence à aussi cette histoire de l'art, au mouvement Dada qui voulait tout nettoyer, à Miro qui voulait assassiner l'œuvre d'art. Assassiner la peinture de Chevalet, mais quand même une forme d'art aussi. Donc tout ça, évidemment, vous aviez ça en tête en construisant cette histoire. Oui, c'est vrai que lui, il s'inscrit malgré tout dans une histoire, c'est-à-dire dans l'histoire du nihilisme et de l'avant-garde qui veut provoquer jusqu'à des gens. Il y a déjà eu d'autres destructeurs de l'art comme Metzger qui fait par exemple qui met des fleurs avec un pot d'échappement jusqu'à ce qu'elle tombe. Un certain nombre d'artistes ont voulu mettre la destruction comme une espèce de but ultime, et en tout cas de mise en cause de l'art, de l'histoire de l'art lui-même. Et alors lui, il a aussi ce sentiment, au bout d'un moment, par le fait que des gens, à cause de son art, peuvent trouver la mort, il se dit que peut-être il franchit une étape, c'est ça, c'est quelqu'un qui était peut-être un raté et qui pense à ce moment-là trouver quelque chose en disant que une œuvre d'art qui est autodestructrice, comme certains ont essayé de le faire, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout, et lui, il va jusqu'au bout, il va même au-delà, c'est-à-dire que l'œuvre d'art est elle aussi capable de détruire à la fois ceux qui l'achètent, et puis, évidemment, comme ça se retourne un peu contre lui, c'est aussi quelque chose qui le détruit lui-même, c'est-à-dire qu'il en arrive jusqu'à l'idée que finalement produire une œuvre d'art, c'est aussi détruire les artistes. Et alors évidemment, il y a derrière toute une question sur notre aujourd'hui où on a une inquiétude, un doute sur ce que peut être une œuvre d'art, c'est-à-dire ce qu'on nous propose dans une œuvre d'art. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que le fait que justement on tend vers l'œuvre éphémère, est-ce que d'un seul coup c'est une perte de confiance dans l'art, puisque pendant des millénaires, l'art était quelque chose qui était supposé être inscrit dans la durée, représenter une forme de l'éternité. Quelque chose de très contemporain aussi, la dématérialisation, tout ça. Exactement, oui, parce que ça, ce sera pour les explications finales de l'histoire, c'est qu'en réalité, c'est quelqu'un, ce en quoi il est peut-être innocent, c'est que comme il a une maladie qui atteint ses articulations, en réalité, il n'a rien pu faire tout seul. C'est-à-dire que toutes ces œuvres qu'il a proposées à acheter en moyennant effacement, en réalité, il n'a pas été capable de les produire lui-même. Donc, il les fait faire par d'autres, il les fait faire par des intermédiaires. Et donc, il est une espèce d'artiste aussi qui ne produit rien à titre personnel, qui ne produit plus rien de ses mains. Enfin, donc, qui est dans cette dématérialisation. Et c'est ce qui bouleverse évidemment l'expert qui est lui quelqu'un qui se veut à la fois un savant, quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui aussi conseille les autres, et puis qui se retrouve aussi face à quelqu'un qui lui prouve que un art immatériel, dématérialisé, mutualisé, enfin, c'est-à-dire au fond le système économique qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qui ne produit plus d'objets véritablement, qui est simplement fait de concepts qu'on va pouvoir vendre, et ces concepts à vendre, évidemment, d'un seul coup, quelle valeur ont-ils? C'est un petit peu cette question qui se trouve à la fin et qui renverse complètement le point de vue de ce narrateur, rapporteur. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur l'art, sur ce qu'on est capable
de faire au nom de l'art, ce qui peut émerger aussi avec différents types d'artistes. Oui, un micro arrive jusqu'à vous. Merci, madame. Bonjour, ça marche? J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous êtes inspiré de l'affaire Banksy, dont l'œuvre a été détruite lors d'une vente aux enchères? Oui. Alors c'est vrai que cette œuvre, elle est citée dans mon livre parce qu'elle est prise comme exemple par le personnage lui-même oui, vous avez raison, vous mettez le doigt sur la question. Et justement, ce JV, lui, est quelqu'un qui a pris un peu comme modèle Banksy et qui trouve évidemment qui a une sorte de jalousie parce qu'il a ce côté raté, comme je le disais tout à l'heure, et qui voit que Banksy fait des fortunes avec des œuvres tout en gardant le secret sur son identité. Et justement, alors, son indignation, c'est que dans l'œuvre dont vous parlez, qui est Girl with Balloon, la vente entraîne la destruction de l'œuvre, mais le système s'est bloqué en chemin. Le système de destruction qui devait complètement lacérer l'œuvre s'est bloqué. Alors évidemment, enfin, ce qui a été dit, il y a eu des discussions. Lui, Banksy prétend que c'est vraiment une panne qui s'est produite comme ça, alors que évidemment la protestation de JV, c'est de dire bon, Banksy ne va pas jusqu'au bout de l'idée, parce que on peut imaginer que ça a été presque programmé, en tout cas, pour que l'œuvre se détruise à moitié, mais qu'elle ne se détruise pas entièrement. Et c'est donc alors. Ceci dit, c'est quand même une œuvre qui est dégradée. C'est une œuvre qui est dégradée, oui, qui est dégradée, mais qui n'est pas détruite complètement. Et ce qui est intéressant, c'est il s'est trouvé que par hasard, juste après avoir écrit ce livre, et à la fin de l'année dernière, je me suis trouvé à Stuttgart et je suis allé au musée de Stuttgart et sans être prévenu, et dans une salle, je suis tombé sur justement cette œuvre qui a changé de nom et qui est devenue depuis Love is in the bin. Voilà, donc l'amour dans la poubelle, et avec, parce que c'est tout simplement, c'est l'acheteuse visiblement était une Allemande qui a payé, juste pour la destruction, elle a payé, je pense, 1 million de livres, puisque c'était à Londres que la vente se faisait. 1 million de livres pour une œuvre qui est à moitié détruite, mais évidemment l'analyse qui est derrière, c'est que maintenant elle a mis en dépôt cette œuvre à Stuttgart avec un petit commentaire sur le fait qu'est-ce qu'une œuvre, justement, qui correspond exactement à ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une œuvre, quelle est sa place dans un musée, qu'est-ce qu'elle a à faire là, si c'est une œuvre à moitié détruite. Mais il est évident que cette dame, elle a dépensé 1 million de livres pour l'acheter, et il est probable que quand elle va la revendre, elle va vendre une œuvre à moitié détruite qu'elle pourra vendre 3 fois plus cher aussi. Donc elle est consciente elle-même de... apparemment, la provocation pourrait dire elle perd de l'argent, alors qu'en réalité, par le fait que la machine était bloquée, cette dame va gagner beaucoup d'argent, visiblement. Il suffit qu'elle attende 10 ans pour la revendre. Et donc, parce qu'il y aura en plus l'histoire de cette destruction. Donc c'est vrai que d'un seul coup, la destruction elle-même devient une marchandise supplémentaire. Donc, alors, j'ai utilisé ça, c'est vrai. C'est une marchandisation de la destruction, quelque part. Exactement. Ce qui est assez étonnant, quoi. Exactement, oui, et c'est ce qu'on est en train de vivre avec ce genre d'exemple. Et donc, c'est vrai que j'en ai joué dans le livre, et en le poussant encore plus loin, c'est-à-dire puisque l'idée de la destruction, là, je l'ai déportée un petit peu plus du côté humain, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'étape supplémentaire, c'est une espèce là, presque de science-fiction, si on peut dire, c'est-à-dire que l'étape ultérieure, ce n'est plus seulement détruire une œuvre, mais détruire l'humanité qui l'accompagne. Donc c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques à l'un de nos invités ?
pour les uns et les autres, peut-être si vous voulez répondre, depuis combien de temps l'art l'art que vous abordez chacun les uns et les autres dans votre livre vous occupe l'esprit? Est-ce que ça remonte pour certains d'entre vous à très loin? Est-ce que vous vous êtes mis dedans en vous disant je veux faire tel livre et je vais essayer de savoir tout ce que je peux savoir sur le sujet? Qu'est-ce que vous pouvez dire les uns et les autres là-dessus? Le cinéma au sens large, il a accompagné toute ma vie. Hein. Donc après, comme j'ai le film noir et le cinéma des années 50, on va dire que ça fait une dizaine d'années que je m'y intéresse particulièrement. Et c'est devenu un peu obsessionnel sur les 3 dernières années avec l'écriture de ce roman. Et ça ne s'arrête pas. Je continue à lire biographie sur biographie et à regarder pratiquement que des vieux films en noir et blanc, pour la plus grande joie de ma famille. Ça ne s'arrête pas, mais j'y ai pris vraiment goût. Je pense que c'est pas exclu que je continue à écrire sur cette époque et ces sujets-là. C'est pas impossible. Paul Graveillac. Non, mais c'est la problématique de l'architecture rejoint celle des beaux-arts. Et ce que je fais dans mes romans, c'est toujours cette rencontre entre finalement un individu, une époque, une tentative de créer et une opposition avec le monde. Donc je l'ai fait avec Les âmes rouges, où mon personnage principal est un amoureux de littérature qui rejoint le département de la censure soviétique, parce que c'est là qu'il va pouvoir lire toute la journée. Donc on a déjà cette espèce de dichotomie. Maîtres esclaves, c'est un peintre qui finit par devenir peintre de propagande plutôt que peintre classique chinois. Et là, effectivement, j'ai continué, et puis il y avait la biographie donc, du compositeur soviétique, et là j'ai continué effectivement à explorer l'art et sa dimension conflictuelle, compliquée, avec le monde d'aujourd'hui. Oui, moi ça fait pas mal de temps que je réfléchis à ces questions, et alors en particulier dans un livre précédent qui s'appelait Métamorphose, dont le thème était plutôt le regard d'une jeune femme sur son frère qui s'était converti et qui devenait djihadiste, et elle le regardait et elle essayait de le comprendre, essayait de le faire revenir en arrière, et il se trouvait que le métier de cette femme était restauratrice d'œuvres de l'art roman, comme ça, et donc lui pour se défendre quand elle l'attaquait, et qu'elle essayait de lui dire dans quelle direction absurde vas-tu, dans la destruction, etc., alors que moi je restaure des œuvres, et il essayait de lui faire sentir qu'elle était complètement dans un monde fini, etc. Bon. Et comme ce garçon, à un moment donné, commettait des attentats et disparaissait, elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le fait d'être une restauratrice d'œuvres du passé, et elle se mettait à peindre son frère, le portrait de son frère, comme ça, et une galeriste lui disait oui, donnez-moi ça, comme il vient de se faire, il vient de mourir dans ces cas-là, on va vendre, mais dépêchez-vous. C'était ça l'idée, c'était dépêchez-vous d'en faire une série, parce que ça ne va pas durer, il n'y aura pas de succès. Alors d'un seul coup, se poser la question justement de la durée de l'œuvre d'art, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur un art millénaire, et on lui dit tiens, pour gagner de l'argent, mais il faut vite se dépêcher de faire quelque chose, ça durera 3 mois, ça durera 6 mois, on aura bien gagné, mais ce sera tout, après on n'en parlera plus. Donc d'un seul coup, ce qui était une sorte déjà de provocation de ma part, dans cette image, dans ce contraste, eh bien, il m'était resté, et c'est
par là que j'ai voulu le reprendre dans ce nouveau livre, en l'accent justement directement sur cette question d'un art transitoire, d'un art qui passe, hein, d'un art qui peut-être n'existe plus. Puis, à travers une réflexion que j'ai gardée en tête aussi de Lévi-Strauss, qui en 1965 écrivait à propos de l'art futur de 1985. Alors, ce qui est intéressant, parce que pour nous, c'est déjà du passé, mais pour lui, c'était l'art futur de 1985, et dans lequel il disait, on va vers un art, ou bien ce sera un nouvel art, ou bien ça va être le simulacre d'un art qui se fera toujours passer pour de l'art sans en être un, ou qui n'aura plus besoin d'être un art, mais qui continuera à essayer juste de faire le simulacre. Alors donc cette question qui s'est produite depuis 85 jusqu'à aujourd'hui, c'est encore bien du temps à passer, où la question du simulacre de l'art finalement devient encore plus pressante. Bon, on va terminer sur cette phrase de Lévi-Strauss. Merci à tous les trois, et il y a une séance de signature en bas. Merci à vous. Merci.